À la porte de Versailles à Paris, c'est un salon de l'agriculture vraiment pas comme les autres qui a ouvert ses portes. Car il n'a jamais connu une tension aussi forte. Sur tous les stands, des banderoles ont été déployées, des slogans de désespoir, voire des mots d'ordre plus menaçants. Et un visiteur de marque va en faire les frais. Le président de la République. Bien souvent de la viande qui n'est pas française, monsieur le président. Et là, vous devez faire quelque chose, monsieur le président. Rarement, le salon n'avait connu une telle bousculade. Les agriculteurs crient leur désespoir et en viennent même aux mains avec les forces de l'ordre. Les échauffourées se poursuivent à l'extérieur. Le salon de l'agriculture, une des manifestations les plus populaires, commence dans le chaos. Il faut dire que la colère grondait. Depuis des mois, les syndicats agricoles bloquent régulièrement routes et ronds-points. Car ce sont des filières entières comme l'élevage qui sont en crise. En cause, des prix qui n'arrêtent pas de chuter. Des paysans dont le revenu s'effondre et qui sont prêts à tout pour le faire savoir. Alors, dans ce salon de l'agriculture sous haute tension, il y en a qui jouent gros. Comme Bernard Martin, un des organisateurs de la plus grande ferme de France, chargé d'accueillir les politiques. Il se souviendra longtemps de ce salon 2016. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben là-bas, c'est chaud. Tout comme Jean-Charles, éleveur corrézien qui a du mal à joindre les deux bouts. Il monte à Paris pour essayer de vendre le plus cher possible Fontaine, sa plus belle vache, sélectionnée par le salon, dans la race renommée des limousines. Eh ben nous, elles sont extrêmes dans ce que vous aimez, dans le filet. Voilà, le filet il est là. Enfin, Quentin, jeune étudiant en CAP de charcutier traiteur, qui a tout misé sur une des compétitions les plus prestigieuses du salon pour l'aider à se lancer, le concours du meilleur apprenti de France et ses épreuves très exigeantes. Ah, elle est pas assez prise, putain. Elle est beaucoup trop liquide. Ça va faire de la merde. Pour tous, ce salon de l'agriculture 2016 est vraiment un salon, pas comme les autres. On n'en rigole plus, Fontaine. Ça va être le moment. Comme chaque année à la porte de Versailles, le salon de l'agriculture rassemble le meilleur de l'élevage français. Vaches, cochons, moutons, chèvres, plus d'1 millier d'animaux. Souvent, c'est ici, dans la plus grande ferme de France, que se joue une bonne partie de l'avenir des 1200 éleveurs présents. Ils rêvent tous de repartir après avoir remporté l'un des nombreux concours. Des récompenses qui peuvent permettre d'importantes rentrées financières. C'est ce que vise Jean-Charles, un jeune éleveur de vaches limousines qui rêve de sauver ici son année. Il y a un gros enjeu financier. C'est un plaisir d'être là, c'est une passion, il n'y a pas de problème. Mais il faut essayer de vivre de sa passion aussi, c'est important. Car il a beau faire une viande haut de gamme, il arrive à peine à vivre de son exploitation. Pour pouvoir se renflouer, il mise beaucoup sur la vente aux enchères au salon de cette vache, l'une des plus belles de son troupeau. Et cela fait des mois qu'il prépare ce moment. À 500 km de Paris, à Voutezac en Corrèze. Ce jour de janvier, Jean-Charles se bat avec cette vache, l'une des plus belles de son élevage, qu'il rêve de monter au salon. Elle peut lui sauver son année, et il la bichonne aujourd'hui en compagnie de sa fille, Clémence, 4 ans. Le toilettage, c'est tout un art qu'il faut apprendre. Pour que le poil prenne du volume, il faut brosser du bas vers le haut. Allez, on va pas faire comme ça, on va tout mettre comme ça, d'accord? Ça te dérange pas? Si ça me dérange. Mais tant pis, ça te dérange. Non mais Clémence, regarde, tu sais bien, il faut qu'elle soit comme ça, soit plus belle. Jean-Charles est à la tête d'une belle exploitation, qui ne lui rapporte pourtant quasiment rien. Il possède 130 vaches limousines. Un élevage que lui a transmis son père Jean-Pierre, qui continue de travailler avec lui. Et c'est vous qui avez construit ce bâtiment? Voilà, c'est moi qui construis ce bâtiment. Ouais. Autoconstruction.
ça nous coûte beaucoup moins cher. Le bâtiment nous coûte bien moins cher que si on le faisait faire. Quand celui-ci a proposé il y a 7 ans à Jean-Charles de reprendre les rênes de l'élevage, le jeune homme, passionné par son métier, n'a pas hésité. Pourtant, ces vaches réputées ne lui rapportent quasiment rien. Car ce bétail haut de gamme revient cher. Il y a d'abord l'alimentation. Les vaches de Jean-Charles sont exclusivement nourries avec de l'herbe et du maïs qu'il produit lui-même. Ça lui coûte 10% plus cher que s'il achetait du foin bas de gamme. Autre surcoût, l'argent qu'il doit investir pour que ces bestiaux aient une génétique parfaite de pure race limousine. Dans ce catalogue, il choisit des taureaux pour leur qualité de reproducteurs et achète leurs semences conservées dans cette cuve à moins 196 degrés. Je regarde les noms des taureaux parce qu'elle est marquée. Les noms des taureaux sont marqués sur la paillette, sur le petit tube. Au final, ces vaches limousines coûtent donc nettement plus cher à élever que de simples vaches laitières. Pourtant, il vend la viande à un prix peu élevé, 4,50 € le kilo, contre 2,50 € pour une viande standard. Tout compte fait, quand il vend une vache en moyenne 2500 €, il doit retirer 750 € pour la nourriture, 225 pour la reproduction, 375 pour les crédits de son exploitation, et enfin 1150 € pour tous les frais de fonctionnement. Il lui reste 0. Très peu d'éleveurs, je pense, peuvent affirmer qu'ils gagnent de l'argent rien que de leur production. C'est vrai que de plus en plus, on se pose la question, mais rien que quand on se voit entre agriculteurs, est-ce que ça vaut le coup qu'on travaille, quoi ? Qu'est-ce qu'on gagne de notre travail ? Ça, c'est une grande question, quoi. Aujourd'hui, Jean-Charles survit grâce aux aides européennes qui lui permettent de se verser 1200 € net par mois. Alors, la prestigieuse vente aux enchères de limousines du Salon de l'Agriculture est un peu sa bouée de sauvetage financière. Car en effet, Jean-Charles peut espérer y empocher une belle somme d'argent. Il y a 3 ans, il a réalisé un coup de maître avec cette vache qu'il a prise en photo sous toutes les coutures. On a vendu la vache 20 100 €. C'est un record jamais égalé ni battu. Donc c'était assez extraordinaire, quoi. 20 100 €, c'est presque 10 fois plus que le prix moyen de vente d'une vache limousine. Un coup de pouce qui a fait beaucoup de bien à ses finances. Cette année, il espère réitérer cet exploit en misant sur 2 de ses plus belles vaches. Donc on a Féline et Fontaine. Donc Féline, elle a 6 ans. Donc elle pèse environ 1 tonne 100. Et Fontaine, donc, qui elle a 5 ans et demi, qui est un peu plus jeune, et qui pèse aux alentours de 950 kg. Qu'est-ce qui fait d'elle des bêtes à concours ? Féline, par exemple, a un dos bien charnu, typique des belles vaches limousines. Sa grosse qualité à Féline, c'est son dessus. On voit qu'elle porte beaucoup de viande dans le dessus. C'est là où se trouvent tous les bons morceaux de la viande, tous les bons morceaux, je veux dire, de la vache. C'est-à-dire que c'est les morceaux qui sont le mieux valorisés par le boucher, qui se vendent le plus cher à la boucherie. Quant à Fontaine, elle a été choisie pour son derrière rebondi et ses os fins, qui font eux aussi partie des canons de beauté de la race limousine. Elle porte beaucoup de viande dans son quartier arrière. On voit avec un bon arrondi de culotte, des pattes très fines, une très bonne finesse. Donc ça, c'est très important pour le boucher. Pour l'instant, ces 2 championnes ne sont pas sûres de partir au Salon de l'Agriculture. Avant cela, il faut qu'elles remportent une sorte de championnat régional. Après une journée de travail de 12 heures, Jean-Charles retrouve sa famille pour l'apéro. Clément, c'est papa qui arrive. Autour de la table, il y a sa sœur, sa femme et son père. Bon, et la tienne. Sa mère a dans ses bras son petit dernier. Et mon petit Jules, c'est quand tu iras au salon, toi? Pas tout de suite, hein? Encore, c'est un peu difficile, hein? Oh, ben oui, je suis fatiguée, mamie. C'est l'héritier Fontaine, ça? On espère bien, hein? Mais Jean-Charles, qui est suspendu à une participation au Salon de l'Agriculture pour faire rentrer de l'argent, ne se voit pas forcément transmettre son élevage à son fils. On a assez de s'inquiéter de savoir si nous, on va arriver jusqu'au bout, avant de penser si quelqu'un va reprendre derrière. Une dégradation de la situation que son père ne comprend pas. Aujourd'hui, on vend des bêtes le même prix qu'il y a 25 ans. Est-ce que je peux mettre les saucisses, C'est mamie? ce qui est curieux, quoi. Et avec les charges qui ont plus que doublé, etc. Et mon père vendait, quand je me suis installé et que j'avais 20 ans, des vaches
plus cher qu'on les vend aujourd'hui. C'est un truc impressionnant. Reste l'espoir du salon de l'agriculture pour lequel a lieu demain une étape cruciale. Les vaches, on va pouvoir manger. Petit gâteau, Clémence? À 5 h du matin, le 19 janvier dernier, Jean-Charles et son père sont sur la route. Il y a la pression qui monte. Là, c'est aujourd'hui. Là, c'est parti. Donc là, on va être fixé dans quelques heures maintenant. Ils vont savoir ici s'ils pourront monter à Paris cette année. Nous sommes à Lubersac, en Corrèze. En quelque sorte, la capitale de la vache limousine. Chaque année, les vaches qui auront l'honneur de participer au salon sont sélectionnées ici. En lice, 31 limousines pour seulement 10 places. Fontaine et Féline, les championnes de Jean-Charles, ont donc seulement une chance sur 3 d'être sélectionnées. Bien que tous ces éleveurs se connaissent bien, l'ambiance est à la compétition. Chacun juge les bêtes du voisin sans prendre de gants. C'est le cas de ce monsieur au bonnet qui va s'en prendre à Fontaine. Ah bah oui. Mais bon, là, elle est vraiment très très fine. Dans le dos, elle a rien. Enfin, elle a rien. Mais elle n'est pas finie. Voilà, elle est pas finie. Puis c'est Féline qui va en prendre pour son grade. Hein? Elle est grossière un peu, c'est tout. Ouf. Elles sont moins bonnes que l'année dernière. Eh ben, on part officier. Allez, on y va tous les deux alors, allez. C'est ce monsieur et ses collègues du jury qui ont le pouvoir d'envoyer les vaches à Paris. Leur sort se joue en quelques secondes, comme avec Féline qui porte le numéro 23. La 23, voilà, mais moi. Hein? Ouais, grossière, pas fine. Féline vient de se faire éliminer. Jean-Charles fait bonne figure, mais il ne lui reste plus que Fontaine. Il va tenter de la défendre devant un jury qui n'a pas l'air emballé. Il faut lui en faire mettre dessus. C'est ce qu'elle vient l'an dernier, donc. Il faut lui en faire mettre dessus. Bah, moi, je le préférerais comme ça que trop grasse. Après, chacun ses problèmes. Au moins, on est sûr qu'au moment de l'abattage en 3 mois, Oui. ça sera pas sans grâce. Oui, oui. Je suis bien d'accord que dessus, Mais la vache, il faut qu'elle la mette un peu. Avec cette expression, en mettre dessus, le président du jury veut dire qu'elle n'a pas assez de viande sur le dos. Malgré tout, elle est retenue. Mais une autre épreuve l'attend, le test de comportement. Ces vaches-là, il faut bien comprendre qu'il faut les préparer en termes de finition, d'engraissement, mais qu'aussi il va falloir qu'elles supportent la vie à Paris. Hein, donc il faut des animaux qui soient dressés, parce qu'il va y avoir du bruit, il va y avoir du monde, il va falloir qu'on les manipule, donc on va regarder un petit peu aussi le caractère des animaux. Les animaux sont conduits sur ce grand terre-plein pour voir leur réaction. Attention. Oula. Trop fougueuse, celle-ci est éliminée d'office. Ramenez-la. Une concurrente en moins pour Jean-Charles, dont la vache Fontaine reste calme. Au bout de longues minutes, les résultats finissent par tomber. Les vaches de boucherie qui vont sortir, qui sont présélectionnées. Donc nous avons Aridel à l'ERL Kaitier Guyoto, Ilona au GAEC Père et Fils, Jean-Charles n'y croit plus. Anita au GAEC Rouvelo, Anouchka à l'ESCA de Et pourtant, Fontaine au GAEC Fontaine. Finalement, Fontaine fait partie des 10 vaches limousines qui vont monter à Paris pour la vente aux enchères. Ah, pour boire un coup. Bah, très content, c'est vrai que je m'attendais pas du tout que ce soit elle. Mais bon, très content. Voilà, ce qui compte, c'est d'y être. Très content. À Paris, il peut espérer récupérer un petit pactole en vendant sa vache aux enchères. Vendredi dernier, à la porte de Versailles à Paris, le salon de l'agriculture semble encore bien calme. Et pourtant des stars ont déjà été consacrées, comme Cerise, une vache du Sud-Ouest promue mascotte de l'événement. Avoir une bête qui devient une star du salon, cela fait rêver beaucoup d'éleveurs, comme Jean-Charles. Mais il le sent, cette année sera plus difficile qu'il y a 3 ans. Par contre, on sait pas où on va. Hein. D'abord, il a un peu de mal à se repérer. Je pense qu'on va là. Voilà. Puis il est inquiet pour sa bête qui doit arriver d'une minute à l'autre. Le salon est en pleine installation, le vacarme risque d'effrayer Fontaine. D'ailleurs, les premiers animaux qui arrivent sont un peu paniqués, comme cette biquette de Charente.
ou encore ce cochon de Corrèze. Et encore, ces animaux ne pèsent rien comparé aux bovins qui débarquent comme cet énorme taureau angevin qui ne veut pas rentrer dans son enclos. Allez, mon gros. Jean-Charles n'est pas rassuré par ce premier petit tour. Et il l'est encore moins en allant accueillir Fontaine, car il craint qu'elle n'ait pas bien supporté les 500 km du trajet. Il va être fixé, car voici justement un convoi de bétaillères en provenance du Limousin. Là, on attend que les vaches arrivent pour les décharger, donc c'est un moment quand même qui est important parce qu'il y a le stress de tout le voyage. Donc, première fois, donc voilà, il y a toujours une appréhension de déchargement. Alors il va tout de suite essayer de voir comment elle se comporte. Fontaine est là, juste derrière les barreaux. Elle sortira dans les dernières, alors ultime supplice, Jean-Charles est obligé d'assister au défilé de ses concurrentes pour les enchères. Des bestiaux qui présentent plutôt pas mal. On y va ? C'est maintenant à son tour, et il va avoir une mauvaise surprise. Fontaine se trouve au fond du camion, derrière cette porte. En apparence, elle a l'air plutôt bien. Faut que tu recules assez vite. Mais Jean-Charles se méfie de la descente du camion. Si la bête trébuche et se fait mal, c'est son magot qui s'envole. Alors il la dirige avec quelques coups de bâton bien placés sur le museau. La bête n'a pas l'air vraiment tranquille. Et une fois arrivé à son emplacement, Jean-Charles découvre les dégâts. Son beau postérieur est tout pelé. Ici, là, elle s'est râpée, on voit la peau. Elle a dû se frotter dans le camion. Voilà, mais on va essayer de le cacher au maximum. C'est un peu le pénaliser, quoi. Je comprends pas trop pourquoi ce matin elle avait, quoi. C'est un peu pas de bol, ça. A priori, ça n'a l'air de rien. Mais la barre est tellement haute aux enchères du salon que comparé aux autres animaux, les plus beaux de France, Fontaine pourrait voir sa côte chuter et Jean-Charles perdre quelques centaines d'euros. Mais il va pouvoir bénéficier des bons conseils de cet homme expérimenté, l'un des jurys qui a sélectionné sa vache en Corrèze. Il a une astuce pour camoufler la fesse râpée de Fontaine. Il va la placer sous son meilleur profil. Ça mettra contre le box des veaux, là, dans le coin, là. Ouais. Ça la cachera. Ouais, Aussitôt dit, aussitôt fait. À cette nouvelle place, le flanc abîmé de Fontaine sera masqué par la barrière. Immédiatement, à coups de shampoing pour les cheveux, Jean-Charles essaie d'arranger un peu les choses. Mais il n'est pas au bout de ses soucis. Sa vache va lui jouer demain un autre tour de cochon contre lequel il ne pourra pas faire grand-chose, car Fontaine supporte beaucoup moins bien le stress que les éleveurs du salon. Et ça tombe mal, car la matinée qui commence est capitale pour l'éleveur. Jean-Charles doit réveiller Fontaine. Ils ont un rendez-vous de la plus haute importance. Un rendez-vous qui va permettre à l'éleveur d'avoir une estimation officielle de la valeur de sa vache. Une valeur qui dépend en premier lieu de son poids. Là, on va peser la vache pour savoir son poids vivant. Comme ça, le jour de la vente, les bouchers pourront estimer le poids de carcasse qu'elle va faire. Et donc, du coup, combien ils pourront la vendre. Et s'ils savent combien ils peuvent la vendre, ils savent combien ils peuvent l'acheter. C'est une étape importante. Mais voilà, Jean-Charles trouve Fontaine toujours un peu nerveuse. Et ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'elle n'a pratiquement rien mangé depuis qu'elle est arrivée au salon. Fontaine affichait un peu plus de 940 kilos à son départ de Corrèze il y a 48 heures. Alors combien pèse-t-elle maintenant? Pour Jean-Charles, c'est l'heure de vérité, dans cette arène plantée au milieu du salon. Fontaine entre sur la balance et le verdict tombe. 901 kilos. Fontaine a un peu trop maigri au goût de Jean-Charles. Elle a quand même perdu 40 kilos de montée à Paris. Mais c'est plutôt des kilos d'eau. Elle ne mange pas comme elle mange chez elle, elle n'est pas dans son élément. Voilà, elle perd ça, quoi. C'est ça qui fait que, voilà, qu'elle pèse moins lourd.
C'est pas une catastrophe, voilà. Mais 40 kilos en moins si les enchères s'envolent, cela peut représenter entre 800 et 1200 € de moins, l'équivalent d'un mois de salaire pour Jean-Charles. Il ne faudrait pas que Fontaine continue de maigrir. Au salon, il y a beaucoup d'éleveurs, mais des dizaines d'autres métiers liés à l'agriculture et à la gastronomie sont aussi présents. On rencontre des viticulteurs, des fromagers ou bien encore des charcutiers. Et dans ce cadre, des jeunes peuvent démarrer leur carrière en trombe. Dans quelques jours, à cet emplacement, les meilleurs apprentis charcutiers de France seront couronnés. La compétition a lieu chaque année et pour les lauréats, c'est l'assurance d'une belle carrière dans les meilleurs établissements et avec une bonne rémunération. Mais pour décrocher ce titre, il faut sortir vainqueur d'une longue course d'obstacles. À Bordeaux, c'est l'objectif que s'est fixé un jeune homme de 19 ans qui prend chaque jour son petit déjeuner à 5 h du matin. Ça va à force. Faut tenir le rythme. Il chuchote pour ne pas réveiller sa copine qui dort à côté. Après une rapide toilette, Quentin fonce vers Libourne, à 40 km de là. Sur la Grand Place, il se rend dans cette charcuterie où commence pour lui une journée de 10 heures de travail. Depuis 1 an et demi, chaque matin, il y revêt son habit d'apprenti charcutier traiteur. Bonjour Patrice, bonjour tout le monde. Son quotidien, cuisiner des quiches, des salades de pommes de terre ou bien des hamburgers. Il a découvert cette profession il y a 2 ans en allant sur un forum des métiers, alors qu'à l'époque, il se formait dans un tout autre secteur, la mécanique. La mécanique, c'est plutôt tout seul, alors qu'ici, c'est plutôt en groupe. On est quand même collectif et puis le travail, c'est pas le même. Tous les deux sont manuels, c'est vrai, mais bon, je préfère au moins toucher un peu plus de choses. Passionné, il est très bon élève. Attrape ton lapin. À tel point qu'il a été sélectionné par un jury de professionnels pour se présenter au concours de meilleur apprenti de France qui a lieu au Salon de l'Agriculture. Pour gagner, il va devoir réussir parfaitement ces 2 terrines. L'une à base de truites et de légumes, l'autre à base de cochons et de lapins au romarin. C'est cette dernière qui lui donne le plus de mal, bien qu'il se soit entraîné une dizaine de fois en 5 mois. Ça pote bien. Sous le regard attentif de son patron. À chaque fois, il a les mêmes difficultés pour bien compacter la viande. C'est pourtant crucial pour l'aspect final du plat. On va bien les bulles d'air, bien. Comment ça va faire des trous dans la terrine s'il n'enlève pas les bulles d'air? Son autre souci, bien doser le romarin. Il faut le sentir sans que ce soit trop fort. Une fois la terrine passée au four, ça va bientôt être le verdict. Et pour l'aspect, ça ne va pas. Il y a beaucoup de bulles d'air. Là, par contre, tu vois, t'en as pas mal. Ouais. Là, fais attention à ça. Ouais, mais c'est dans le centre, vous avez vu? C'est bizarre ça. Ouais. Ici, là, non, mais regarde. Là. Il y a pas mal de bulles d'air. Ça a mal été tassé, quoi. Quand il a garni sa tête. Là, il faut faire gaffe à ça. Et donc ça peut être pénalisant, Ah oui. les bulles d'air. Ouais, ouais. Mais déjà, d'aspect, c'est pas beau. C'est ce qu'ils vont regarder, quoi. Faire perdre la première place, quoi. C'est dommage. Et pour le goût, son patron et ses collègues vont trancher. Si la bière est ici. Ici. Elle est moelleuse. Il y a une belle texture. Mais par rapport au romarin, peut-être que ça manque un peu. J'ai le goût du lapin, mais pas le goût du romarin en bouche. Ça aurait été peut-être mieux d'en mettre un peu plus. Mais il vaut mieux qu'il les fasse ici, les erreurs. C'est le but. Là-bas, il n'aura pas le droit. Au concours, il n'aurait pas gagné. Au bout de 3 heures de travail, Quentin fait sa première pause. Dehors, la compétition du Salon de l'Agriculture ne le quitte jamais vraiment. Même dans son portable, il a des photos de ses terrines. Donc ça, c'est ma dernière présentation à l'école. Bon, là, je garde jusqu'au concours, je monte à personne d'autre que ma famille ou au travail, mais sinon, parce que si jamais c'est vu ou quoi, peut-être peuvent avoir la même idée. Il lui reste 1 mois pour s'améliorer et avoir une chance de l'emporter. Il
sûr que... Non, c'est ça va sortir après. Jeudi dernier, nous sommes à 2 jours de l'ouverture du salon. Quentin arrive à Paris. Au volant, son prof de CAP, Philippe Brisé. C'est lui qui a proposé à Quentin de se présenter au concours de meilleur apprenti de France. Il a la tête sur les épaules, il est cadré, et il est mature, quoi. Je pense qu'il était bien, quoi, pour ce concours. C'est votre poulain? Un petit peu, ouais. On va dire ça. Pour l'instant, son protégé découvre Paris et les joies de la circulation dans la capitale. Après, y a pas grand monde là où trouver? Bah non, moi je trouve que ça roule super bien. Hein. Je sais pas, Bordeaux, moi, j'ai ça dans la journée, ça m'énerve. Hein. Mais il va rapidement être mis dans le bain de la compétition. Le concours se clôturera dans 3 jours au Salon de l'Agriculture. Mais avant cela, une partie de la compétition se déroule dans le nord de Paris, ici, au siège national de la Confédération de la charcuterie. Comme le veut le règlement, Quentin est venu avec son matériel de cuisine. Par exemple, un chalumeau, une balance, des robots. Bonjour jeune homme, ça sent le sud-ouest, ça. Accueilli par un membre du jury, il est immédiatement plongé dans l'ambiance. Allez, donc candidat d'où? Aquitaine. Aquitaine. Alors on y va. Et bien alors maintenant, le moment fatidique, vous tirez un numéro au sort. Voilà. À partir de ce moment-là, vous devenez un numéro. Et anonyme. Anonyme, numéro 1. Numéro 1. Ben, bonne chance, numéro 1. Avec son dossard numéro 1, il découvre dans la foulée l'immense cuisine où aura lieu la compétition et où un poste de travail lui est attribué. Vous mettez tout sur la table. Vous avez droit, jeune homme, 2 feux, une plaque, une table, les étagères, le meuble. Allez, vous vous installez. Il commence à être tendu. Ils vont devenir beaucoup plus tendus demain matin, à l'ouverture des débats. S'ils peuvent apporter leur matériel avec lequel ils ont leurs habitudes, en revanche, les mêmes ingrédients sont fournis à tous les candidats pour qu'ils soient sur un pied d'égalité. Vous avez de la chance, vous êtes en haut. On va juste vérifier déjà. Juste celui-là, on va pas le sortir. Hein. Les œufs, le lait et la crème. C'est bon. Ça. Et Quentin doit s'assurer sur le champ que rien ne manque pour faire les 2 terrines. C'est tout bon? La viande? La viande, c'est bon. Ah, parfait. Une petite signature marquée sans réserve, s'il n'y a rien tout est bon pour vous. Et là, une fois qu'ils signent ce papier, c'est fini. Ils n'ont plus le droit de réclamer. Si demain il manque quelque chose, tant pis pour eux, il fallait mieux regarder ce soir. Je sais pas, c'est où? Par là, là? Après un dîner rapide, comme tous les autres candidats, Quentin monte se coucher. Il partage sa chambre avec le représentant de la Picardie, Thomas. C'est bon? Tous les deux se rêvent victorieux au Salon de l'Agriculture. À 9h, c'est l'extinction des feux. Bonne nuit. Vendredi matin, Quentin et ses 17 concurrents vont rentrer en cuisine. Ils ont 8 heures de travail devant eux. Ils vont devoir faire dans la journée et quasiment en même temps leurs 2 terrines qui seront ensuite présentées au Salon de l'Agriculture. L'une au lapin, cochon et romarin, l'autre à la truite et aux légumes. D'accord? Bien. Allez, c'est parti. Bon courage à tous. À ce stade, les 3 membres du jury, eux-mêmes des charcutiers, vont juger leur manière de travailler. Là, par exemple, ils évaluent la technique de Quentin pour désosser le lapin. Il doit en laisser le moins possible sur les os. Tout au long de la journée, ils circulent au milieu des apprentis. Et quand quelque chose ne va pas, ces messieurs du jury sont plutôt directs. Vous n'avez pas une spatule plus grande? J'aurais bien aimé avoir ça, mais je sais pas si... Vous l'avez pas amené? Non, j'ai qu'une varise. De son côté, Quentin se sent bien pour l'instant. Quentin, c'est dans les temps, tu vas bien? Je pense, je sais pas trop où c'est qu'elle est ici, donc je sais pas trop, mais je pense que ouais, là je suis bien. Par rapport à ton entraînement? Ouais, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai pas été dépaysé par les lieux, donc ça va. Pourtant,
il a du souci à se faire. Il y a des candidats plutôt doués autour de lui qui brillent avec des décorations sophistiquées pour la terrine aux poissons. Un jeune homme a manifestement tapé dans l'œil du jury. Vous voyez? Donc là, on a un premier damier qui a été tressé. Voilà, et là, à l'intérieur. Donc là, c'est pour la terrine de poisson. Donc avec un damier, donc courgettes, carottes. Et ça demande de la technique, de la rigueur. Hein. Là, c'est très technique parce qu'en fait, ce sont des montages uniquement à la main. Et dans ce domaine esthétique, l'apprenti bordelais tâtonne un peu plus que certains de ses collègues. Ouais. Passé, putain. Il défait tout nerveusement sous les yeux du jury. Pas assez. On a changé de méthode. Les heures passent. Les candidats le savent, c'est le goût des terrines qui pèsera le plus dans la décision finale. Et Quentin a toujours le même problème sur celle au lapin. Il continue d'hésiter sur le dosage du romarin. Qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez encore. On va rajouter un petit peu. Quant à son autre point faible, les bulles d'air qui peuvent laisser des trous dans la terrine, Quentin pense cette fois-ci en être venu à bout. Ça n'a pas l'air trop mal, mais je peux me tromper. En tout cas, je suis quand même assez content. À 18 h, les dés sont jetés. Il ne reste plus qu'à passer les terrines au four. Mais le marathon n'est pas terminé pour Quentin. Bien, donc rebonjour à tous. Bien dormi? Bien. Samedi, 8 h. Demain, les 18 candidats seront au Salon de l'Agriculture. Pour leur dernier jour ici, ils vont devoir faire leurs preuves sur le deuxième critère le plus important du concours, après le goût. La bonne présentation de leur terrine. Un savoir-faire indispensable pour un bon charcutier. Hein? Voilà. Je vous rappelle que c'est qu'une fois. C'est maintenant qu'il faut y aller. Les portables, s'il vous plaît. Comme chaque jour, les portables sont interdits pour éviter toute tentation de demander des conseils à l'extérieur. Allez, vous rentrez les chefs. Dans la grande cuisine, les terrines sont maintenant faites. Celle de Quentin a cuit toute la nuit. Résultat final. Elle est jolie, après, faut voir ce qu'il y a dedans, c'est toujours pareil. Pour la décorer, il s'est mis en tête quelque chose de plutôt original, mais qui va lui donner des sueurs froides. Il veut faire des petites meringues parfumées au romarin. J'ai un problème de robot. Le problème, c'est son robot qui n'est pas adapté pour cette recette. Fouetter à la main, c'est pas marrant. Hein. Il doit donc fouetter le sucre et les œufs à la main. Et la meringue ne prend désespérément pas. Ah, elle est pas assez prise, putain. Elle est beaucoup trop liquide. Ça va faire de la merde. Putain, là, je suis merdé. Il préfère laisser tomber sa meringue pour le moment. Il faut dire que le temps passe. Ouais, c'est une belle terrine. Et qu'il va falloir bientôt présenter leur plat au jury. Son voisin est déjà prêt et Quentin regarde sa terrine au poisson avec une pointe de jalousie. T'as une bulle d'air, t'as vu? Sur le poivron rouge. T'as 2 bulles d'air. Ah non, mais c'est un trou en fait. Ah, ouais. D'accord. Par contre, t'as l'écriture de la terrine. Quentin doit maintenant montrer son travail au jury, qui va évaluer la présentation. La règle est de découper des tranches comme en boutique pour dévoiler l'intérieur de la terrine. C'est droit. Ah, c'est droit, c'est nickel. Il y a autre chose avec? Non. C'est ça? C'est ça. Un MBRC. J'y avais pas pensé. Ça a l'air de plaire. L'accueil sera-t-il aussi encourageant pour sa terrine au lapin? Le jury reste imperturbable. Un reniflement près. Pendant 2 jours, ces charcutiers ont évalué le travail des apprentis. Pour juger du goût de ces terrines, c'est un autre jury de professionnels qui va prendre le relais. Ils sont installés à quelques pas dans cet amphithéâtre
et leurs délibérations sont secrètes. Voilà. Bien. Donc, alors par contre, voilà, donc les 18 candidats sont là, les 18 terrines. Donc là, on va attaquer la notation. Voilà. Donc après, c'est confidentiel. Donc je vais vous demander de vous retirer. Merci bien. Demain, c'est le grand jour. Les titres de meilleur apprenti de France seront remis au Salon de l'Agriculture. Mais au salon, à la veille de l'ouverture, l'ambiance n'est pas à la fête. La colère des agriculteurs gronde. Est-ce que le Salon de l'Agriculture s'est déjà ouvert dans un tel contexte de crise? Pas sûr. Un 53e salon sous haute tension. Dans ce contexte, le passage de François Hollande est très attendu. On craint des débordements, surtout au moment de la visite de François Hollande. Et dans ce contexte, il y a un homme qui va passer des moments difficiles. Viens, la petite, viens. Allez. Ne vous fiez pas à son allure débonnaire. Bernard Martin, 69 ans, est le monsieur organisation du salon. Comment va? Éleveur de métier, originaire du Sud-Ouest, l'homme est ici chez lui. Ça va? Ça va? Depuis 12 ans, il est notamment en charge du protocole. Et sa mission la plus importante, c'est d'organiser la visite du président de la République. Ça, c'est ma dernière année, alors il faut que je m'en occupe un peu. Et ouais, à 70 balais, il faut bien arrêter. Je comprends plus rien, moi. Il a beau jouer la décontraction, son dernier salon risque de ne pas être de tout repos. Avec la crise agricole, les slogans sont clairs. La visite demain à l'ouverture de François Hollande a des chances d'être agitée. Et il y a des endroits plus sensibles que d'autres, comme ici, dans la zone des producteurs de lait. À cause d'une surproduction, les cours se sont effondrés et beaucoup d'exploitations sont menacées de faillite. Des agriculteurs installent des banderoles qui expriment leur détresse et ils attendent François Hollande de pied ferme. Vous savez qu'il va passer par là. On espère. C'est l'allée prestige, normalement. On a de grandes chances. De toute façon, s'il passe pas là, on ira le cueillir plus loin. À quelques heures de la visite du président, Bernard Martin sent la tension monter. Alors qu'il est attendu au grand pot d'accueil des éleveurs, un de ses collaborateurs vient discrètement l'informer du spectacle qui l'attend. Dans les tribunes, ils sont en train d'afficher des trucs. Sur place, le climat est glacial. Bon, t'as vu l'ambiance? En guise d'apéro, 2 messages très clairs en lettres géantes déployés par des agriculteurs en colère. Le premier, élevage français, état d'urgence. Tu vois? Et le second encore plus explicite, je suis éleveur, je meurs. Bernard, vous applaudissez là? Vous applaudissez? Oui, bien sûr. Oui, je suis éleveur. Je suis éleveur, je meurs. L'élevage est en crise, donc c'est beau que les éleveurs sélectionneurs soient là pour présenter leurs animaux. Ça n'empêche pas qu'ils aient les soucis à gérer. Donc, oui. Solidaire des éleveurs, il doit aussi faire en sorte que la visite de François Hollande se passe au mieux. Et il va avoir fort à faire. Samedi matin, à l'aube, devant le Salon de l'Agriculture. François Hollande va bientôt arriver pour une visite à haut risque. Les agriculteurs, très déterminés, préparent plusieurs coups. Et à quelques kilomètres de là, dans Paris, un groupe s'apprête à passer à l'action. À sa tête, ce jeune homme de 30 ans, au faiseur de cadre supérieur. C'est en fait un agriculteur très remonté qui espère faire une belle opération médiatique. Devant les caméras, il veut remettre à François Hollande des objets symboliques, dont cette combinaison d'agriculteurs. Donc en fait, il y a une cote, une cote qui va être offerte à François Hollande. Une clé qui représente les clés de l'avenir de l'agriculture. Et puis, il y a les 3 panneaux de nos figurants. Ces panneaux vont être portés par les représentants de 3 générations. J'ai été paysan là, avec un retraité qui représente un homme qui a vécu toute sa vie avec l'agriculture. Je suis encore paysan, le encore important en gras, qui montre qu'on ne sait pas encore combien de temps on va tenir avec cette crise.
Et moi, voilà, un enfant qui portera cette pancarte avec la symbolique, voilà, et moi, un enfant de 5-6 ans qui s'est dit, qui est passionné par l'agriculture, mais qui ne sait pas s'il va pouvoir devenir agriculteur un jour. Il est rejoint par des collègues, car Samuel fait partie de l'organisation Jeunes Agriculteurs. Elle regroupe 50 000 exploitants de moins de 35 ans. Et il vise donc tout simplement le chef de l'État. Qui se mettent au travail. Et vous pensez que vous allez réussir à atteindre François Hollande ? Je suis pas sûr. Mais qui tente rien n'a rien. Voilà, c'est l'objectif. Ils veulent profiter de l'immense écho médiatique du Salon de l'Agriculture pour faire entendre leur voix. Et il va falloir être rapide pour réussir à interpeller François Hollande. De toute façon, si on le fait pas dès son arrivée, on le fera pas, parce que c'est une bousculade générale. Si on loupe, j'ai presque envie de dire, le départ, on sait que c'est fini, quoi. Arrivé devant le salon, il retrouve d'autres syndicalistes, dont ce père de famille. Salut mon Bertrand. Putain, le mec qui revient du ski à 1h du matin. Salut Loulou. Ce militant a accepté que son petit bout de chou de 5 ans, levé aux aurores, joue les figurants devant le président de la République. Mais il est un peu fatigué là. Un peu fatigué, mais il est en train de reprendre des forces et puis ça va y aller. La femme n'est pas généreuse comme ça. Ça va y Mais aller. dans ce climat très tendu, il y a les obstacles. Notre petit bonhomme est passé. Une fois à l'intérieur, la petite troupe, bien qu'inoffensive, est repérée par les services d'ordre. Ce sont les drapeaux de leur syndicat qui inquiètent. Tony de TN, on bloque la personne. Maintenant, c'est sensible. Donc il y a une banderole, on le recule à l'angle là-bas. Oui, il n'y a rien de revendicatif en fait. Donc j'accompagne la personne jusqu'à la porte d'entrée puis on vérifie tout ça. Et dedans, il y a deux banderoles Hollande dégage. Jamais personne les a retirées. Alors, on n'est pas là pour lui taper dessus. Hein. Un brin agacé. Putain. Ils arrivent enfin à l'intérieur. Ça m'énerve, ça. Ouais, ça sent les animaux. Le petit Quentin se prépare sous l'œil du troisième figurant, un exploitant à la retraite. Ça fait plaisir de voir la relève là derrière, hein, malgré les difficultés. Il faut maintenant obtenir le feu vert de l'impressionnant service de sécurité. Samuel va rassurer l'un des responsables, notamment sur la clé en métal, qui pourrait être considérée comme une arme. On a fabriqué les clés de l'agriculture, qui est en métal, mais c'est pas pour lui taper. Moi, je préfère venir vers vous. Je peux vous la montrer, elle est juste là. C'est pas pour lui taper dessus, c'est pas pour lui jeter dessus. Non, mais je préfère tout caler avant parce que. Super. Tout est en place pour l'arrivée du président. Avance, Quentin. Juste les trois, là, ici. Tiens, mets-toi là, Quentin. Oui, c'est juste ces 3 personnes, en fait, on les met devant le couteau là. Après une toute petite nuit, Bernard Martin se tient prêt à accueillir François Hollande. Tout près, un groupe d'agriculteurs avec drapeau attend lui aussi le président. Alors là, effectivement, il y a un groupe d'éleveurs qui est là pour accueillir, tout agriculteur. C'est le côté marrant et prévisible ou imprévisible, ça fait partie du sport. Et encore, il y a quelques mois... Il est 7 heures. Le chef de l'État arrive. Bonjour, Monsieur le Président. Bienvenue sur le salon. Monsieur le Président. Un impressionnant dispositif de sécurité l'entoure. Plus d'une centaine de policiers, la plupart en civil. Le président est parti pour une visite de 6 heures qui va s'avérer très éprouvante, même si ça commence plutôt gentiment, par le trio de figurants. Notre engagement et ce pourquoi on se mobilise les jeunes agriculteurs. Je vais vous présenter Quentin, son papa et son grand-père, et ce pourquoi nous on se mobilise. Monsieur le Président, on compte sur vous pour permettre à Quentin demain d'être aussi agriculteur, parce que c'est un métier dont on est fiers et on souhaite que de nombreuses générations puissent continuer à être agriculteurs. Merci Quentin, merci. Merci beaucoup. Je te la rendrai dès que tu seras grand, hein, parce que pour l'instant elle n'est pas à ta taille, mais tu as un bel héritage. Le coup est réussi. La photo est reprise le jour même dans la presse. Super. Hein. Ah, franchement, moi je suis ravi. Ah, vraiment. La petite équipe de militants est satisfaite, même si la réponse de François Hollande était, selon eux, sans surprise. Qu'est-ce qu'il vous a dit, François Hollande ?
toujours un peu les mêmes choses. Ah oui, ça me fait chaud au cœur. Vous avez un beau métier, c'est la richesse de la France. Les discours, quoi. Vous êtes satisfait de ce qu'il vous a dit quand même? Non, parce que bon, c'est un coup médiatique, mais je veux dire, derrière, il faut que ça suive. Et malheureusement, avec le ministre de l'Agriculture qu'on a, c'est compliqué. Mais cette opération Bon Enfant n'est rien par rapport à ce qui va venir. Parti en éclaireur pour anticiper d'éventuels couacs, Bernard Martin doit gérer le premier imprévu. Ils ont mis un taureau au milieu, moi je pense pas. Des éleveurs charolais ont mis un taureau au beau milieu de l'allée que doit emprunter François Hollande dans quelques instants. Pour désamorcer la situation, Bernard va jouer la complicité. On est tous dans la même maison. Où c'était prévu à l'origine. Non, mais pas au milieu, il n'y a pas de taureau au milieu, puis c'est interdit. Tu vas pas me raconter des histoires, moi. On va le mettre sur le côté, mais il va rester. Oui, mais il va rester. On va intervenir à côté de lui. Les charolais, tu te mets là, et surtout pour pas avoir de risque avec les journalistes. Parce qu'après, c'est la pression des journalistes. Il obtient que la bête soit mise sur le côté. Mais ça ne va pas empêcher que la tension monte d'un cran à l'arrivée du cortège présidentiel. Voilà. On tient les enfants, on tient derrière ces éleveurs, il y a 100 000 familles, monsieur le Président. Allez-y, calmez-vous. Arrêtons, vous allez pouvoir parler, calmez-vous. Vous, monsieur le Président, au travers de vos collectivités, au travers de vos administrations, chaque jour vous achetez de la viande. Bien souvent de la viande qui n'est pas française, monsieur le Président. Et là, vous devez faire quelque chose, monsieur le Président. Au bout de quelques minutes, le chef de l'État peut poursuivre sa visite. Bernard reste en liaison permanente avec des officiers de sécurité pour guider le cortège. Et puis de suite après. Mais la situation s'envenime un peu plus loin. C'est ce que lui annonce ce collègue. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Là-bas, c'est chaud. Ce qu'il a vu un peu plus loin, c'est ce groupe de jeunes éleveurs de vaches laitières très remontés qui a revêtu des t-shirts noirs siglés « Je suis éleveur, je meurs ». Ils se sont positionnés pour former une haie d'honneur un peu spéciale. Ils ont l'intention de tourner le dos au chef de l'État lorsqu'il se présentera devant eux dans quelques instants. Au moment de l'arrivée du président, les premières huées retentissent et les insultes fusent. La situation devient vite incontrôlable. Sous la pression, la suite de la visite du président va se faire au pas de charge. Le cortège quitte le hall où se trouvent les éleveurs. Attention là. Je prends. À ce moment-là, le président pense peut-être avoir passé le pire. Montons dans le bateau. Volontiers, ça vous fera un petit lieu calme, de calme et sérénité. Il est accueilli dans une ambiance beaucoup plus sereine par des acteurs du monde de la pêche. Mais un peu plus loin, alors que le président l'ignore, le salon s'embrase subitement. Une trentaine d'éleveurs du syndicat agricole FNSEA s'en prennent à un lieu hautement symbolique, le stand du ministère de l'Agriculture. En quelques secondes, il est littéralement saccagé. Des agriculteurs sont interpellés par des policiers en civil. D'autres par des CRS, rapidement débordés. Amenez-moi les médias, je vais parler. On va se mettre là, faites un trou là, qu'on voit les CRS dans mon dos. Sur le vif, ce membre d'un syndicat agricole improvise une conférence de presse avec un certain sens de la mise en scène. Bien,
Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, le salon de l'agriculture est interdit aux agriculteurs. On essaye, suite à l'interpellation de deux d'entre nous, plus deux autres, on essaye de rentrer dans le salon une nouvelle fois et on ne laisse pas les agriculteurs rentrer dans notre salon d'agriculture. C'est une première, qu'on en prenne acte. Voilà. Les agriculteurs interpellés seront finalement rapidement relâchés. Il est 12h30, le circuit très mouvementé du président Hollande s'achève. La visite aura duré moins de 6 heures. C'est la plus courte que François Hollande ait effectuée depuis qu'il est à l'Élysée. Quelques heures plus tard, après la fermeture, la tension est retombée sur le salon. Les allées sont désertées. Les animaux sont enfin au calme et peuvent commencer à se reposer. Les agriculteurs qui se retrouvent entre eux se détendent. Juste à côté, certains campent sur place façon chambrée de caserne avec lit de camp et sac de couchage. Ils vont s'octroyer une nuit de repos avant de reprendre leur marathon de 8 jours de folie. Car le salon de l'agriculture est devenu depuis 15 ans l'un des salons les plus populaires de France. On y attend cette année plus de 700 000 visiteurs. Il faut dire que les Français qui habitent souvent en ville sont devenus fans d'un monde qu'ils connaissent de moins en moins, celui de la campagne. Un engouement spectaculaire, car il ne touche pas que les adultes, mais aussi les enfants. Ce sont des familles entières qui passent des heures au milieu des bestiaux devenus les stars d'une sorte de parc d'attractions d'un nouveau genre. À l'image de Sacha, sa femme et de ses 2 filles, qui découvrent au salon comment, par exemple, on file de la laine après la tonte des moutons. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ce fil de laine? Des habits. On peut faire des tapis aussi. On y va? Ou tu veux rester encore? Pour cette famille, le salon, c'est une vraie distraction. Ils y viennent en moyenne tous les 2 ans. Il faut dire que le père est un peu de la partie. Il est artisan boucher. Ça, c'est des taureaux. Ces deux-là. Après les autres, je sais pas. Ça doit être des taureaux aussi. Et regarde comment c'est musclé. Les enfants se croient un peu dans un super zoo, avec en prime le droit de toucher les animaux. Quant à Sacha, c'est plus avec le regard du boucher qu'il explique les bovins à ses filles. Ouais. Ça, c'est de l'aubrac. C'est une viande qui a beaucoup de goût. Et en général, on mange des bêtes qui ont maximum 4-5 ans. Plus elle est jeune, plus elle est tendre. Le jarret, c'est bon, ça va en pot-au-feu. T'as le paleron devant, ça va en pot-au-feu. T'as la poitrine. La poitrine, il y a de l'os, mais ça va en pot-au-feu. C'est des morceaux qui sont gras, qu'on mange en hiver, qu'on fait cuisiner avec des carottes, des navets, tout ça. Mais c'est bon à manger aussi. Pour le grand public, le salon, c'est la découverte de tous ces animaux. Mais l'on vient également ici pour la gastronomie. Et parmi les nombreux restaurants, il y en a un qui est un phénomène. Bonjour. 8. Vous êtes 8 ? Alors 8, je dois avoir une table de 8 ici. C'est une institution ici. Allez, parfait, je vous laisse avec Alexandra. L'établissement de Laurent. Le grand restaurant qui porte bien son nom. 210 mètres carrés de surface et 200 couverts. Cela fait 8 ans que Laurent est présent sur le salon et il espère bien battre cette année des records. Bonjour, monsieur Lamange. Ses objectifs sont ambitieux. Ils ont de quoi faire saliver bon nombre de restaurateurs. Et voilà, messieurs, dames, je vous souhaite un bon appétit. Ça va être très rapide, mais on va se mettre en jambes. Puis là, c'est imparable, parce qu'on espère quand même à midi avoir 600 couverts. Par ici, s'il vous plaît. Et c'est plutôt bien parti. Dès 11h du matin, le restaurant se remplit. Et voilà, bon appétit, monsieur. Attendez, je vais vous débarrasser. Car il faut dire que ce restaurateur de Limoges s'est taillé une solide réputation gastronomique. Et cela n'a rien à voir avec le hasard. Ils m'ont mis en photo ici. Laurent sait vendre son savoir-faire. Et surtout ses produits made in France. Quand on a ces petites veines bien graisseuses, ça, c'est pas des nerfs, hein, c'est bien du gras, qui à la cuisson va fondre et va donner une tendreté et un goût exceptionnel.
Les gens viennent chercher cette qualité, ce produit chez nous, qu'il soit en entrecôte, en faux filet ou en pavé, avec un peu de sel de Guérande. Ça va être extraordinaire. Laurent compte écouler 18 carcasses de viande dans le week-end. Alors en salle comme en cuisine, il faut tenir le rythme. Alors Margot, 2 appoints. Fais gaffe à tes bords d'assiette. Rien que pour ce déjeuner, Laurent et ses 20 employés vont devoir enchaîner 3 services. À midi moins le quart, c'est déjà le coup de feu. Et l'agneau, c'est pour aujourd'hui, hein? Des arrière-cuisines en salle, le patron est partout. Bien cuite, à point. 7 serveurs qui amènent 7 commandes en même temps, c'est un peu compliqué. Compliqué, mais rentable. D'après la femme du patron qui commence déjà à faire ses comptes. On a 205 couverts assis, donc vu l'heure qu'il est midi moins 10, on a déjà fait 200. Voilà. 200 couverts, rien que pour le premier service. Mais il va falloir tenir la cadence. Allez, suivez-moi. Il faut qu'en salle, ça tourne, et vite. À suivre un pavé, un agneau. Plus fort, chérie. Il ne faudrait pas que les prochains clients s'impatientent trop, au risque qu'ils aillent voir tout simplement ailleurs. Qu'on freine, hein, de toute façon, c'est plein. Ça va se lever, ça va se lever. Les premiers vont se lever. Non, mais c'est que ça fait beaucoup d'un coup. On a obligé d'attendre que ça se libère pour renouveler. L'attente, c'est bien tout le problème de Laurent, surtout à cette table de 8 personnes qui tardent à se libérer. On était même prêt à donner un petit coup de main. Et c'est pas de la faute des clients. On va donner un petit coup de main en cuisine, puis adresser les assiettes. Ça fait 1 heure qu'on a pris l'apéro, l'entrée, la mise-bouche, et on attend. Informé, le patron tente de comprendre ce qui a bien pu se passer. On leur a servi leur viande, et nous, depuis 11h45, on attend toujours notre repas. Non. Voilà. C'est toi, la table là? Oui. Et monsieur là? Ouais, je sais, c'est lancé. Ça fait un moment, C'est mais parce que je sais pas en fait. vous avez oublié? Non. En urgence, Laurent essaie de reprendre les choses en main. Alors, une grillade d'agneau. Mais cette fois-ci, c'est une mauvaise commande. Le pavé à point. Pavé ici. Pavé saignant, monsieur, s'il vous plaît, je crois qu'on va s'en aller, là. Pardon. C'est du saignant, c'est du bœuf saignant. Il y a vraiment franchement une merde, quoi. Allô, il faut sortir-moi de la merde, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait, alors? C'est pas la bonne table. Mais on fait suivre les tables. Quelques instants plus tard, l'erreur est enfin réparée. Voilà. En tout cas, elle est belle, la viande. Hein. Ça, attendu avec amour, mais elle est parfaite. Hein. Voilà, il y a eu un couac. Il a fallu un premier jour. Laurent le sait, sa viande peut faire oublier bien des tracas. Bon, ça va, ils sont pas tout à fait en colère. Hein. Des produits du terroir de qualité qui poussent le visiteur à dépenser en moyenne 34 € par repas. Mais c'était excellent. Merci. Une addition que le client oublie très vite, surtout s'il est originaire de la région de l'Oran. Elle est étendre, moi je fais nana comme mon doigt. Étant corésienne, on aime bien retrouver. On est chauré. La cuisine corésienne. C'est peut-être ça la clé du succès ici. Avoir su mettre sur sa table à Paris des produits agricoles qui rappellent aux provinciaux d'où ils viennent. Un Limougeot à Paris reprend ses repères, restaurant limousin, tout ce qui est... Voilà, il veut se retrouver chez lui. On a un peu de la campagne, nous. Hein. Un restaurant comme à la maison, dans la plus grande ferme de France. Apparemment, la recette fonctionne. C'est 533 couverts, nous. Ah, quand même. Ouais, pas mal. C'est pas mal pour une première journée. Ouais. Et c'est encore mieux lorsque la femme du patron calcule le chiffre d'affaires. Tu vois, je m'attendais même pas à ça. 15 000 € en une seule journée. Ça correspond aux objectifs. Je pense qu'on va faire plus que les autres années, le premier jour. Voilà, ma conclusion, c'est celle-là en tout cas. C'est même sûr. Et c'est bien, c'est bon signe. Au salon de l'agriculture, ils boostent leur chiffre d'affaires. Cette foule profite aux restaurateurs, mais avant tout, ce sont les animaux que le public vient voir. Et en guise d'animateurs dans les allées, on trouve les éleveurs comme Jean-Charles
qui harponnent les visiteurs pour leur faire l'article. Ah, messieurs, dames, venez. Venez nous voir. Ah, venez nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la vache limousine? Et vous aimez le filet? Comme un démonstrateur de supermarché, il fait inlassablement la promotion de sa race pour sauver son business. Les vaches culardes. Les vaches culardes, ça veut dire qu'elles vont être extrêmes là. Eh bien nous, elles sont extrêmes dans ce que vous aimez, dans le filet. Voilà, le filet il est là. Et elles sont extrêmes là. Et quand on parle beefsteak, Sacha n'est jamais loin. Mais ils viennent 3 fois par semaine, eux ils sont contents avec leurs 80 grammes. Aujourd'hui on est là pour jouer un rôle de communication et au maximum quoi. Vous êtes là on est là pour se battre, pour faire voir qu'on fait de la qualité. On a besoin de ça quoi. C'est la qualité qui va nous sauver. Elle est engraissée. Et Sacha, pour Jean-Charles, ce n'est pas un visiteur ordinaire, c'est un boucher, un potentiel client direct. Tenez la carte et franchement vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir quoi. Ah ben moi je connais des bouchers, je vais leur en parler. Donc voilà quoi. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Pas de souci, plus bon courage. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Mais à partir de maintenant, fini de rigoler. Nous sommes à 4 heures de la vente aux enchères. La pression monte pour Jean-Charles. Les acheteurs vont commencer à arriver pour examiner Fontaine. L'éleveur n'a qu'une obsession, camoufler le fessier un peu déplumé de sa vache et aussi le fait qu'elle est légèrement maigrie. On fait semblant qu'elle en a un peu plus, tu vois. Le poil, il gonfle un peu, tu vois, ça la fait plus large. Tu vois, là elle est beaucoup moins large, tu vois. Toi, tandis que là, elle est beaucoup plus belle, tu vois, t'as vu? Il aura besoin de tout son bagou et de toutes ses astuces pour en tirer le meilleur parti, car il a affaire cette fois à des professionnels, comme par exemple ses 2 premiers clients potentiels. Dans le dos, ce sera pas une championne dans le dos. Mais elle va en mettre. Enfin, c'est pas vous, je l'explique. Enfin, On est bouché à Lille, voilà. Vous êtes venu exprès ce matin ? Exprès pour la vente. Les acheteurs se pressent désormais autour de Fontaine. Jean-Charles est questionné de toutes parts. Parmi les plus intéressés, ces 2 restaurateurs de Limoges. Mais qui tiquent sur la finesse de la bête, un peu trop maigre. Jean-Charles doit argumenter. Voilà, il reste à mettre un peu dans le dos, voilà. Mais elle est bien, tu vois. Ça change par rapport à des vaches qui sont trop grasses. Mais les restaurateurs ont aussi repéré les parties un peu déplumées de Fontaine. Qu'est-ce qu'elle a eu, Jean-Charles, là, sur le côté, là? Eh ben, au chargement. Elle s'est épluchée les poils au chargement. Ah ouais, en chargeant? En chargeant, elle s'est épluchée les poils. Ce sont des acheteurs à qui on ne la fait pas. Il faut dire qu'ils s'approvisionnent essentiellement en bêtes de concours. Et les 10 vaches du Limousin présentées cette année leur ont tapé dans l'œil. On est dans l'élite, les 10 bêtes qui sont là, c'est l'élite aujourd'hui de la race limousine. Et on espère en acheter une. Voilà, revenir avec une belle plaque du salon. On espère. Une belle plaque, c'est-à-dire une belle médaille décernée aux vaches qui ont participé au salon. Ils les collectionnent et en décorent les murs de leur restaurant. Chaque année, je fais un panneau et il y a les plaques de concours de l'année. Aujourd'hui, j'en ai 150 plaques, je crois. Et les vaches médaillées cette année ne sont pas données. Pour les enchères, il faut prévoir une grosse mise de départ. Aujourd'hui, la base, c'est plus 7000 et puis après, voilà, ça monte. Mais bon, c'est bien pour les éleveurs aussi. Mais Jean-Charles espère beaucoup plus. Voir rééditer sa meilleure vente d'il y a 3 ans. Mais t'aimerais bien avoir combien sur cette année? Bah, je sais pas, 20 000. 20 000 €, 15 fois le SMIC. Une somme qui lui ferait gagner son année 2016 dès le mois de février. L'enjeu est de taille et l'éleveur va être fixé dans 1 heure. Il est temps d'aller se préparer. Uniforme obligatoire pour présenter les vaches aux enchères. La cravate limousine. La chemise limousine. Parce qu'on doit tous être pareil, on doit véhiculer une image. On est content de faire de la limousine et on est content de faire la limousine blason. Et c'est parti. Direction le ring. L'espace des enchères. Jean-Charles va jouer en quelques minutes une grosse partie de son business. Reste à motiver la vache pour qu'elle fasse bonne figure. Fontaine, t'es prête? Maintenant, rigole plus, Fontaine. Ça va être le moment. Les dés sont jetés. Les éleveurs partent vers le ring. Ouais, pas de stress? Non, ça va. Commence alors la parade des limousines à travers le salon.
au beau milieu du public. En 5e position, Jean-Charles est à la fois fier et plutôt soucieux. À combien vont partir ces vaches? Vont-elles aussi pâtir de la chute des prix qui plonge l'agriculture dans la crise? Il va bientôt être fixé. Autour du ring qui ressemble à une arène, les travées sont pleines. Le public est venu en masse. Et déjà présent, installés au beau milieu, les premiers protagonistes des enchères, une trentaine d'acheteurs. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 11e vente de la filière Label Rouge Blason Prestige. Alors, les acheteurs, ce sont eux qui vont décider du succès ou de l'échec du salon pour ces éleveurs. qui se sont engagés. On y retrouve Laurent, le patron du grand restaurant du salon. Il ne sait pas encore s'il va acheter, il attend de voir les prix. J'ai décidé, je vais voir un peu comment va être la première bête. Généralement, la première, elle monte jamais trop haut. Tout le monde est encore timide. C'est le prix auquel partira la première vache qui donnera le niveau des enchères. Un sentiment partagé par un autre acheteur, Michel, le restaurateur limougeaud, spécialiste des bêtes à concours. Nous allons sans plus attendre démarrer cette vente de Blason Prestige en appelant la vache écrevisse. On sait tout de suite. Si les enchères pour écrevisses s'envolent, cela signifie que les acheteurs sont prêts à lâcher cette année beaucoup d'argent. Et Jean-Charles pourra espérer avec Fontaine atteindre comme il y a 3 ans le record des 20 000 euros. Mise à prix 3 400 euros. 4 000 euros. Les acheteurs sont frileux. Les enchères ne partent pas vite. Ce n'est pas bon signe. Et assez vite, tout s'arrête à 500, 7500, c'est perdu, 7500. J'ai 7500 euros en face de moi. Écrevisse part à 7 500 euros. 7500 euros 2 fois, il n'y a pas de regret. Le double de son prix initial. Bravo, je pense que c'est le restaurant au l'ouest peut-être en compromis. Jean-Charles trouve que ce n'est pas si mal. Oui, c'est un très bon début. Un très bon début. Pour des prix comme ça, on signe. Il n'y a pas de problème. Sauf que les 3 vaches suivantes seront aussi vendues à ce prix moyen. Elles ne dépasseront pas 8 500 euros. On est loin des 20 000 espérés par Jean-Charles. Alors comment va-t-il s'en sortir? Maintenant, c'est parti. C'est maintenant son tour. Qui est né le 6 décembre. Il reprend espoir, car le speaker va présenter très avantageusement Fontaine, en mettant en avant son principal atout. Remarquable, c'est sa finesse d'os. Regardez, messieurs les acheteurs, l'os qu'a cette vache, elle est montée sur des allumettes. Elle va avoir un rendement de viande exceptionnel. De quoi faire saliver les bouchers et les restaurateurs. Et la surprise, les enchères démarrent à toute allure. J'ai 7 000 euros. 7 700. 7 700 euros. En quelques secondes, Jean-Charles dépasse les 7 000 euros. Puis les 8 500, le maximum atteint jusqu'ici. 10 000 euros une fois. Et la barre des 10 000 est franchie allègrement. Tous les espoirs sont permis pour Jean-Charles. 12 700 à 12 800 euros. 12 900. 13 000 évidemment, 13 000. Mais les 20 000 sont encore loin et les enchères commencent à ralentir. J'ai 13 000 euros une fois. J'ai 13 000 2 fois, il n'y a pas de regret. Eh bien, j'ai à 13 000. Bravo. C'est Michel, le restaurateur limougeaud, qui s'offre la plus belle bête des enchères. Car 13 000 euros, ce sera le record de cette année. Aucune vache ne fera mieux. Donc, Jean-Charles, sans atteindre les 20 000 euros, réalise encore un très beau coup. C'est comme si j'avais vendu, on va dire, 4-5 vaches. J'en ai pas qu'une vache comme ça, j'en ai une 30 que je vends par an. Et il y en a une, c'est vrai, qui est montée à 13 000 euros. Mais les autres, c'est entre 2 et 3 000 euros. Voilà, il faut être bien conscient de ça, il faut que le consommateur soit conscient de ça. On ne vend pas toutes les vaches de 1 000 euros. Bref, une belle victoire qui va mettre du beurre dans les épinards de Jean-Charles et de sa famille. Le salon pour lui, c'est un peu Noël qui se répète au mois de mars. C'est enfin le grand jour pour nos apprentis charcutiers. À 7 h du matin, ils arrivent en file indienne sur le parc des expositions. Ah ouais, ah, ça sent bon là. Saint-Étienne. Les odeurs viennent des cochons près desquels la compétition va se terminer. Au cours de cette dernière étape, les apprentis vont être jugés sur la mise en scène et la présentation de leur terrine. Quentin a fabriqué de toutes pièces cette décoration. Ça, c'est du sucre. Alors, c'est quand même relativement très fragile.
Je vois que la table, elle colle pas bien, là. Un moment délicat qui va coûter très cher à l'un de ses concurrents. Ce jeune homme, à la casquette, va vivre un petit drame avec cette pièce décorative posée sur sa table, ici de dos. Il est effondré. Même si ça ne signifie pas que tout soit complètement terminé pour lui. Là, un morceau. Ok. Tu enlèves ça, tu débarrasses ça et tu montes tout ton système de réhausse et tout ça. Ok? Et à la fin, on va te trouver quelque chose. Pendant ce temps, Quentin, imperturbable, continue d'avancer. Comme s'il dressait une vitrine, il a mis en scène ses terrines, au centre, entouré d'amuse-bouches. Autour de lui, chez les autres concurrents, le spectacle est relevé. Et dans cette dernière ligne droite, Quentin va recevoir un soutien de poids. Sa famille a fait le voyage de Bordeaux. Il y a ses parents à gauche, mais aussi sa petite copine, accompagnée de sa mère. Un souvenir, c'est ça. Dommage, ça la lampe est passée. C'est très beau. Il y a de beaucoup de recherches, c'est vrai, mais ça va être dur, je crois. Hein. Ouais. Je pense que c'est pas gagné encore. Hein. Maintenant que tout est en place, les apprentis sont priés de quitter les lieux. À l'écart, ils mettent leur tenue d'apparat. Elle est bien droite? Là. Pendant ce temps, le dernier jury est entré en piste pour juger de la qualité de leur présentation. Et la table, dressée par Quentin, reçoit un accueil, semble-t-il, mitigé. Et c'est propre, t'as vu, hein, c'est bien glacé, c'est propre. Bon, le seul petit truc, hein, la pièce en sucre, c'est maîtrisé, c'est propre, mais c'est voilà, c'est pas vraiment notre corps de métier, c'est de la pâtisserie, donc il a voulu faire quelque chose en plus qui au final ne lui apportera peut-être pas les résultats par rapport au travail. Le suspense touche à sa fin. Les apprentis reviennent en scène cette fois-ci pour entendre les résultats. Allez-vous positionnez chacun devant votre buffet. Allez-y, positionnez-vous chacun dans votre buffet pour être fiers de vous. Regardez comme ils sont beaux, ils sont entre 16. Pour devenir meilleur apprenti de France. Donc le premier lauréat, il nous vient du Nord, Antoine Babotin. Bravo. Mais tout n'est pas perdu pour Quentin. Sur les 18 candidats, le règlement permet de désigner 5 meilleurs apprentis de France, s'ils sont au niveau. Il s'appelle Quentin Dubiel d'Aquitaine. Bravo. Bravo. Bravo, Gaël. Bravo. Bravo, Gaël. Bravo. Alors, il est pas fort. Son prof, mais aussi son patron de la charcuterie de Libourne, sont également là. Vous sentez très ému. Ah ben oui, j'avais plus de pression que lui, je pense. Mais là, ça y est, c'est redescendu. Au même moment, Thomas, son camarade de chambre, vient le saluer alors qu'il ne fait pas partie des lauréats. Content encore de Thomas, content pour Thomas. Un peu déçu. L'aventure se termine pour Quentin. Mais le grand show du Salon de l'Agriculture va encore durer une semaine. Si pour les participants, le stress monte à chaque instant à l'approche des concours, pour les animaux aussi, le salon est éprouvant.
ils ont parcouru la France, passant sans transition de leur vert pâturage à ces grands hangars climatisés. Et on est très loin de la quiétude de la campagne. Un bruit assourdissant. Des centaines de milliers de visiteurs qui se pressent pour toucher, caresser les stars du salon. Pendant 10 jours, le quotidien des animaux est bouleversé. Et ce n'est pas sans conséquences, parfois, sur leur santé. Il y en a un ici qui en sait quelque chose. Paul Perrier est l'un des 11 vétérinaires du salon. En pleine journée, c'est l'horreur. On est obligé de pousser les gens, de faire écarter ce qu'on a du mal à passer. Dès qu'un éleveur a le moindre souci avec l'un de ses animaux, il fait appel à lui. Et l'un d'entre eux est justement très inquiet. Luc Bourgeois. L'une de ses chèvres est mal en point. C'est l'une des plus belles bêtes de son cheptel. Elle ne boit plus, ne mange plus depuis ce matin. Et la nuit, quand il n'y a personne, il y a le courant d'air qui circule et il fait froid. Et surtout la nuit dernière, il n'y avait personne. Ils ont un peu souffert au début, je pense. Enfin, j'espère que c'est ça, que ça ne va pas contaminer ça. Un coup de froid qui peut avoir des conséquences dramatiques. Pour la vie de la chèvre, mais aussi en cas de contagion sur l'ensemble du cheptel. Cela signerait carrément l'arrêt du salon pour Luc. Ouais. Le vétérinaire repère tout de suite le problème. Là, l'œil, vous le voyez, il est enfoncé. On voit un petit espace là devant entre le globe oculaire et l'œil. Et ça, c'est parce qu'elle est déshydratée. Si on laisse ça pendant 2-3 jours, elle peut en mourir. Il faut perfuser l'animal d'urgence. Mais pas question de le faire sous les yeux des visiteurs. Surtout devant les enfants, nombreux sur le salon. Et on comprend vite pourquoi. Car planter une aiguille sur ce petit animal sans défense, ce n'est pas franchement le spectacle que veut offrir le salon. Tu mets tout là? Non, la moitié. Du glucose à haute dose pour requinquer la petite chèvre. La perfusion dure 20 minutes. L'animal reprend du poil de la bête. Tac. C'est bon. Elle peut repartir avec ses copines. Vous êtes rassurés? Oui, pour l'instant, oui. À peine le temps de voir repartir la chèvre dans son enclos, Paul est appelé sur une autre urgence. Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, elle a attrapé un coup de foie hier et ça va pas mieux, elle mange pas terrible. Coup de froid, coup de stress, maux de ventre. Paul intervient une dizaine de fois par jour aux 4 coins du salon. Et c'est du sport, quand il s'agit de soigner des bêtes de près d'une tonne. Ah, purée. Attends, elle me la paie. Attention. C'est deux qu'il va falloir bosser. Des petits bobos souvent sans gravité. Mais pour les éleveurs, l'enjeu est colossal. Car le moindre souci de santé peut mettre en péril le travail de plusieurs années. Et c'est le cas justement de Jérôme ce matin. Je suis désolé. Sa vache DS doit participer à un concours dans 2 jours. Qu'est-ce qui lui arrive? Bonjour. J'ai eu un panari. Quand? Il y a quelques mois. Ouais. Et là, il boite beaucoup ou pas? Un petit peu, là, plus moins, quoi. Un panari, a priori rien de bien méchant. Mais pas face à des juges intransigeants. Si on a une bête qui boite au moment du concours, on est un peu éliminé aussi. Donc voilà, il faut qu'on ait une vache qui tienne debout. Il faut qu'elle soit en super bonne santé. Doucement. Pour Jérôme, c'est une année de préparation qui s'envolerait alors en fumée. Faut que j'arrive à changer de main. Voilà. Voilà. Attends. Regarde devant. T'as vu? Ouais. Ça fait des petites ulcères, il y a des petites coupures. C'est ça qui doit lui faire mal. Là, on voit bien, c'est à vif. Dans les 2 coupures, ça fait comme 2 petites gerçures entre les doigts. Le vétérinaire va la remettre d'aplomb. Avec un petit peu de spray antiseptique sur la blessure, suivi d'une piqûre pour soulager la douleur. Ah, c'est bon, c'est fini. Vous pensez qu'elle sera prête pour lundi? Oui, ça il laisse une journée de repos. Ce sera impeccable. Le pied de DS est sauvé, mais aussi toute l'année de travail de Jérôme. Comment on fait vers quelle heure?
Paul, lui, est appelé pour une autre intervention. Il va soigner 200 bêtes pendant le salon pour qu'elles soient au mieux au moment des concours. Des concours qui se succèdent à un rythme frénétique et qui ne concernent pas seulement les animaux. Et déguster du sel sur chair? Ouais, je veux bien. Un fromage assez léger. Hein. Stéphanie, 30 ans, n'est pas venue au salon seulement pour faire de la figuration. Aujourd'hui, avec ses sels sur chair, cette productrice de fromage espère décrocher la médaille d'or du concours général agricole. Elle l'a déjà gagnée en 2012, un sacré coup d'accélérateur pour son affaire. Comment vous le trouvez? C'est pas très fort. C'est crémeux. C'est crémeux. Ouais, c'est crémeux. On sent un peu de noisette. C'est super bon. Ouais, qui va l'habitude de manger du fromage? Ouais, pour commencer, c'est assez doux. C'est un fromage qui est assez doux, qui passe bien, aussi bien sur un plateau qu'en apéritif ou à cuisiner. Vous pouvez tout faire avec. En fait. Les consommateurs semblent conquis, mais le jury sera-t-il du même avis? Jean-Pierre Moreau est un ancien producteur de fromage. Il fait partie des 5 jurés qui vont noter les produits de Stéphanie. Bonjour monsieur. Jean-Pierre Moreau, je suis à la table des sels sur chair. À ses côtés, un ancien commerçant fromager, un ex-directeur commercial, une fonctionnaire d'une chambre d'agriculture et une enseignante en retraite, tous amateurs de fromage et bénévoles pour le concours. Pour chaque fromage, nous noterons à la fois la forme, l'aspect, en deuxième lieu la pâte et la texture, troisième le goût, l'odeur. Pour ne pas altérer leur sens, les jurés n'ont pas le droit de se parfumer ni de fumer avant le concours. En revanche, pour aiguiser leurs papilles, les 5 testeurs font appel au meilleur allié du fromage. Qui veut un peu de vin? Allez. Cette année en compétition, 5 sels sur chair. On arrive au moment le plus important qui est la détermination du goût. Et en général, on respire le fromage qui doit dégager une odeur, on dit pour le sel sur chair, plutôt de noisette. Jean-Pierre a trouvé ce premier fromage à son goût. Il correspond bien au standard du sel sur chair. Il consigne sa critique gastronomique par écrit, plutôt favorable. Mais les jurés ne sont pas toujours aussi bienveillants, surtout quand le fromage est trop dur. À la coupe, déjà, c'est un fromage relativement sec, un peu plus dur à couper. Pâte, texture, croûte, tout est examiné minutieusement. Et apparemment, cette année, les jurés n'ont pas été vraiment séduits par les fromages qu'ils ont dégustés. Il n'y a qu'une médaille. Il n'y a qu'une médaille d'argent. Pas de médaille d'or? Non, pas de médaille d'or. Parce que la note maximum qu'on a donnée, c'est 13. Donc 13 sur 20, ça ne mérite pas une médaille d'or. Dans son stand, Stéphanie se ronge les sangs. Elle sera informée par texto si elle est médaillée ou pas. Ça va pas tarder, ça va tomber là. Là, c'est une question de minute. Voilà, en fait, il n'y a qu'une médaille d'argent en sel sur chair et c'est moi qui l'ai. Stéphanie peut être fière, tout comme son père, venu féliciter sa fille. Avec cette victoire, elle espère booster ses ventes de son fromage de 20% en 2016. Malgré l'ambiance tendue liée à la crise des agriculteurs, le salon espère atteindre cette année les 700 000 visiteurs.